Salut à tous et à toutes. Voilà, chers amis, je vous salue bien chaleureusement, bien amicalement. J'espère que vous allez tous bien. Alors c'est un peu fort, je m'éloigne du micro, voilà. J'espère que ça va pour vous, chez vous, sur votre lieu de travail, que vous êtes dans la bonne ambiance, la bonne concorde entre membres de votre famille, vos amis et vos collègues de travail, là où vous vous trouvez, bureau, chantier, enfin voilà, là où il y a de l'activité. J'espère que pour vous, d'ailleurs j'espère pour vous que vous êtes en activité. Et pour les autres, malheureusement, ceux qui sont au chômage, en recherche d'emploi, eh bien, je les encourage à être patients, persévérants. Je sais que la vie n'est pas facile. Nous sommes dans de graves difficultés, mais j'y reviendrai quand nous terminerons cette longue histoire des chefs d'État du pays des fromages. Mais pour le moment, je n'en suis pas là. Seule anecdote, si je peux me permettre, seule anecdote, c'est que le dernier chef de l'État, entre guillemets, puisque, comme vous le savez, depuis la fin de la monarchie, plus rien n'est légal, donc ce dernier, le président, enfin celui qui se dit chef de l'État, n'a de légitimité que, on va dire, un rapport relatif à des élections qui sont plus ou moins favorables ou pas à tel ou tel parti. Bon, je ne vais pas ici m'égarer. Je ne suis pas là pour parler de ce dernier chef de gouvernement, de chef de l'État. On en parlera quand ce sera le moment. Pour le moment, c'est quoi ça Ça, je le retire. Voilà. Et j'en arrive enfin au deuxième homme, après Félix Gouin. Alors, Monsieur Charles de Gaulle, bien sûr, s'étant retiré des affaires, donc du pouvoir, n'était plus comment dire, le chef de cabinet. Hein, il n'était plus là, mais quand même, son influence sur les trois hommes, Félix Gouin, Georges Bidault, dont nous allons parler aujourd'hui, et Léon Blum, ont quand même joué un rôle important. Il a joué un rôle important, même s'il n'était plus directement aux affaires. Mais on ne fait pas un homme comme ça sans qu'il y ait une influence quand même. On ne fait pas d'un chien un chat ou d'un chat un chien, comme vous voulez. Le chef de cabinet de l'époque, juste après la libération, cabinet de la résistance, donc M. Charles de Gaulle, après chef de cabinet de gouvernement, toujours M. Charles de Gaulle, s'étant retiré en 1947, je crois bien, oui, 1947 jusqu'en 1958, mais croyez-moi, il n'était pas resté inactif, que ce soit dans ses écrits, sur les conférences qu'il donnait, les enseignements peut-être qu'il donnait à certaines universités. Enfin, bon, il a eu beaucoup d'activités entre-temps, et l'influence politique n'était pas en reste. Hmm. Bon, on va parler aujourd'hui, après Monsieur Félix Gouin, on va parler de Georges Bidault. Voilà, Georges Bidault, regardez un petit peu. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Je parcours rapidement. Ouh, il y a beaucoup de choses sur lui, hein. Oui, non, ça va, c'est pas trop long. Voilà. Alors, nous allons parcourir ici son CV, si je peux me dire ainsi, hein. Voilà le portrait de l'homme d'État, l'homme qui a pris les fonctions. Alors, les fonctions, quelles sont-elles ces fonctions? Président de gouvernement provisoire, toujours, hein, de la République du pays des fromages, et ministre des Affaires étrangères, chef de l'État de fait, là aussi, de facto, ils disent de facto, pour, disons, rendre plus pompeux le terme, mais c'est de fait. C'est-à-dire que dans les faits, il est le président, le dirigeant, mais dans le droit juridique, non, il ne l'est pas. Donc il y a une dissonance entre les deux manières d'utiliser la fonction. La fonction a pour but de déterminer à la fois de fait et légalement, c'est-à-dire en toute légalité, juridiquement,
donc de droit juridique, qui est chef de l'État ou qui ne l'est pas. Depuis le départ de Louis-Philippe Ier, vous le savez, il n'y a plus de roi dans le pays des fromages, mais plus de loi également. Il faut le savoir. Les lois ne se font que par la promulgation. D'abord, on promulgue, c'est-à-dire on se met en accord avec les deux assemblées. S'il y en a trois, ben il y en a trois. Ici en France, c'est bicaméral, donc au pays des fromages, c'est bicaméral. Par conséquent, il y a la réunion avec le chef de l'État et non pas de gouvernement. Bon, plus le chef de gouvernement si vous voulez, mais enfin il y a surtout le chef de l'État, plus les deux assemblées qui se coordonnent pour, pour savoir si le chef de l'État approuvera ou pas les débats réglementaires, donc législatifs. Le roi seul avait ce pouvoir. Et de plus, il avait ce pouvoir de signer les lois, de les signer. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, on promulgue et puis terminé, on le fourgue au journal officiel. Non, non, il faut les signer. Tout contrat doit être signé. Chers amis, quand vous faites un contrat avec EDF, GRDF, GDF, Service des eaux, avec votre bailleur, il faut que vous ayez en bas de tous les documents la signature de l'intéressé, du contractant. D'accord ? Voilà, si on vous envoie des lettres, par exemple en disant bien à vous l'équipe de, mais non, ça suffit pas. Il faut la signature des intéressés ou de l'intéressé si c'est une femme, bien sûr. Revenons un peu à Georges Bidault. Alors Georges Bidault, il a été donc chef de l'État de facto, bon, et du gouvernement. Alors chef de l'État et du gouvernement, hein, c'est-à-dire que les deux fonctions, quoi, législatif et exécutif, hein, s'il vous plaît. Vous voyez un petit peu dans quel panier à crabe nous nous trouvions et où nous en sommes aujourd'hui en 2024, parce que ça ne s'est pas arrêté en 1958, hein, ou en 1947, hein, pour parler de M. Charles de Gaulle. Ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Tout est piégé depuis lors. Bon, même si depuis Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République des Pays des Fromages, on a commencé à voir déjà des mélanges de fonctions, hein, aussi bien du président que du chef de cabinet, donnant des directives au gouvernement quoi faire. Ben non, c'est un mélange de pouvoir. Alors je vous avais dit, je vous ai parlé des rois. Oui, il y a des rois qui l'ont fait aussi, si vous voulez. Il y a des rois qui ont fait ce mélange des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Vous êtes bien d'accord ? Mes chers amis, je vous rappelle que la monarchie était une continuité ininterrompue. D'accord ? Vous aviez des familles. Là, ici, c'est pas des familles, c'est des individus, c'est des hommes de différentes familles. Les dirigeants de la République, ce n'est plus du tout la même chose. Alors, qui était-il, monsieur Georges Bidault? Alors, le 24 juin, il était en fonction donc du 24 juin au 16 décembre 1946, soit 5 mois, oui, et 22 jours. Chef de l'État lui-même, président du Conseil, Premier ministre lui-même, s'il vous plaît. Chef de gouvernement Bidault, qui c'est ça? Ben, c'est lui, hein, c'est encore lui, vous voyez. Prédécesseur Félix Gouin, donc on l'a vu, et successeur ce sera Léon Blum, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Alors, président du Conseil des ministres des habitants du pays des fromages, 28 octobre 1949, 24 juin 1950, soit 7 mois et 27 jours. Président Vincent Auriol, on en reparlera. Président du Conseil lui-même, chef de gouvernement Bidault 2 et Bidault 3, donc les législatures, voilà. Prédécesseur Henri Queuille. Ah, tiens, justement. Alors, Henri Queuille fut le parrain ou le mentor de M. Jacques Chirac. Mais nous en reparlerons. Je vais noter ça. Oui, c'est intéressant ça.
important quand on va arriver à Monsieur Jacques Chirac. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, successeur donc Henri Queuille, je viens de le dire. Ensuite, vice-président du Conseil des ministres, 3, 2 et 12 juillet 1950, soit 10 jours. Président Vincent Auriol, dont on reparlera plus tard. Président du Conseil Henri Queuille. Gouvernement Queuille numéro 2, donc Henri Queuille toujours. 10 mars, 11 août 1951, soit 6 mois et 1 jour. Président Vincent Auriol, toujours. Président du Conseil Henri Queuille. Gouvernement Henri Queuille, troisième mandat ou législature. Alors, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense nationale, soit du 11 août 1951 au 8 mars 1952, 6 mois et 28 jours, président Vincent Auriol, président du Conseil René Pleven. Ah, voilà quelqu'un qui... Oui, Pleven. Henri Pleven, pardon. Du Conseil Edgar Faure. Voilà, Edgar Faure. Gouvernement Pleven numéro 2, Faure numéro 1, prédécesseur Jules Moch, ou Moch je pense, Jules Moch. Jules Salvador Moch est un homme politique, d'accord. Bon, prédécesseur Jules Moch et successeur René Pleven. Voilà. Ministre des Affaires étrangères, 10 septembre 1944 au 24 juin 1946, soit 1 an, 6 mois et 14 jours. Chef de l'État Charles de Gaulle, Félix Gouin, les deux, hein, oui. Président du Conseil Charles de Gaulle, Conseil Félix Gouin, gouvernement de Gaulle et... Je ne sais pas ce que c'est ça. Deuxième gouvernement Charles de Gaulle. Ah oui, il a eu deux gouvernements. Ah bon. 1944 et 1947. Ah bon. Prédécesseur René Mazigli. De quel parti? CFLN. Successeur lui-même. 22 janvier 1947, 26 juillet 1948, soit 1 an, 8 mois et 4 jours. Président Vincent Auriol. Président du Conseil Paul Ramadier. Voilà. Gouvernement Ramadier pour première et deuxième législature. Robert Schuman. On reparlera de cet homme lorsque je ferai un jour peut-être une vidéo sur le marché européen. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Prédécesseur lui-même, successeur Robert Schuman. Oui, voilà, Robert Schuman. Voilà l'homme qui a fait l'Europe. Enfin, bon, il y a beaucoup à dire sur lui. Bon, il y a beaucoup à dire. Mais bon, il n'est pas le seul d'avoir donné donné le pays des fromages à ce marché de dupes. Prédécesseur lui-même, successeur, bon, on le dit, 8 janvier 1953, 19 juin 1954, soit 1 an, 5 mois et 11 jours, président Vincent Auriol, René Coty, voilà. Président du Conseil René Meilleur. Conseil Joseph Laniel, je crois. Oui, c'est ça. Joseph Laniel. Gouvernement Meilleur. Laniel, première et deuxième législature. Prédécesseur Robert Schuman. Successeur Pierre Mendès France. L'homme de la culture. Ou de la déculture. Enfin bon, député français. Oui, enfin. 9 décembre 1958, 9 octobre 1962, soit 3 ans et 11 mois. Élection 30 novembre 1958, circonscription 6e de la Loire. Législature, la première de la 5e République. Bon, déjà, on saute. Nous sautons. Groupe NI, national indépendant peut-être. Prédécesseur circonscription créée, successeur Paul Rivière. Voilà, Paul Rivière.
6 novembre 1945, 5 décembre 1958, soit 13 ans et 28 jours, élection 21 octobre 1945, réélection 2 juin 1946, 10 novembre 1946, oui, 17 juin 1951, 2 janvier 1956, circonscription la Loire, toujours législature première constituante, deuxième constituante, première, deuxième et troisième constituante, je suppose, quatrième république. Alors on passe de la quatrième à la cinquième, de la cinquième à la quatrième. Bon, bref, passons. Groupe politique MRP, oui, mouvement des républicains ou radicaux, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? On appelle le mouvement républicain provisoire, oui, toujours provisoire. Hein. Prédécesseur Maurice Schumann, successeur Pierre-Henri Dettingen. Dettingen ou Dettingen. Voilà. Alors, biographie, bon, on l'a vu, plus ou moins, nom de naissance Auguste Georges Bidault, date de naissance, bon, je vous passe les détails, c'est pas trop, nationalité, bon, ça vous le savez, parti politique, alors PDP, MRP, de 44 à 58, enfin bon, DCF, MJL, UF, bon, on saute d'une partie à l'autre, hein. Vous savez, la monarchie avait quand même quelque chose de bon. Elle avait une continuité pour les quelques familles qui se sont succédées, je parle, hein, parce qu'après, la nouvelle famille qui prenait, par exemple, les Mérovingiens puis les Capétiens, bon, il y avait ces deux familles différentes, mais chaque famille faisait sa politique et elle était suivie jusqu'au terme, jusqu'au dernier vivant de la famille. Vivant au pouvoir, hein, bien sûr. Au pouvoir, enfin à la monarchie. Alors, le conjoint de Georges Bidault, c'est Suzanne Borel. Voilà. On voit le portrait de la dame, je crois, oui, de Madame Bidault. Religion, bon, ça vous en doutez un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur... je ne sais pas quoi dire sur Georges Bidault, hein, j'ai pas grand-chose. Bon, il y a eu 3 hommes qui se sont succédés dans des gouvernements provisoires, on vient de le dire, hein, sans aucune stabilité. Alors, il soutient le retour du général de Gaulle. Bon, évidemment, hein, c'est tous des gaullistes. Alors, gaullistes, pas tant que ça, ils sont surtout opportunistes, hein, disons-le franchement. Voilà, mais partisans déterminés de l'Algérie, des habitants du pays du fromage, donc, ils cofondent un nouveau conseil national de la résistance, ce qui le conduit à s'exiler, rentrer dans le pays des fromages, en 1968. Il ne retrouve pas de responsabilité de premier plan. Une rumeur fait de lui l'un des cofondateurs du Front National avec Jean-Marie Le Pen en 1972, dont il se serait éloigné au bout de quelques semaines. Bon, ça, je ne sais pas trop, c'est des bruits, hein. Jeunesse et professorat, bon, on va pas trop rentrer dans le détail de cet homme. Militant démocrate chrétien, bon, socialiste, hein, avant tout. Membre de l'association catholique de la jeunesse des habitants du pays du fromage, ACJF, après la Première Guerre mondiale. Il en devient vice-président et trouve là les bases de son futur engagement politique. Le grand combat de Georges Bidault dans les années 1920 se fait contre l'action française, évidemment. Évidemment, ce n'est pas des nationalistes. Hein. Oui, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais... En 1927, dans un article, Les Cahiers de la Nouvelle Journée de Paul Archambault, voilà, Paul Archambault, il attaque le nationalisme maurassien. Ah, bien sûr, bon, évidemment, oui, bon, il adhère au Parti démocrate populaire, PDP, Parti socialiste, hein, je vous l'ai dit. Hein.
Socialiste, égoliste, d'un jour, toujours, pas toujours, enfin bon, un peu d'humour, hein. Bon, éditorialiste de l'Aube, bon, Seconde Guerre mondiale et résistance, oui, oh, bah, ils sont résistants quand ça tombe du bon côté, hein, en général. Charles Bidault est mobilisé à sa demande en février 1940. En 1940, avec le grade de sergent, il participe à la bataille du Pays des Fromages et est fait prisonnier à 60. Bon. Georges Bidault à sa droite, la droite du général de Gaulle, évidemment, lors du défilé du 26 août 1944. Est-ce qu'on va le voir? Oui, il est là. Vous voyez, un jour socialiste, demain gaulliste. Et après, macroniste, peut-être? Non, quand même pas. Bon, n'anticipons pas sur le dernier président. 4ème République alors. Il est élu député de la Loire en octobre 1946, puis est réélu en juin 1946, novembre 1946, juin 1951 et janvier 1956. Jusqu'en décembre 1958, Georges Bidault est élu député de la 6e circonscription de la Loire en novembre 1958. Il le restera jusqu'en octobre 1962. Ah, il était apprécié, hein, apparemment. De juin à décembre 1946, il préside le gouvernement provisoire de la République des habitants du Pays des Fromages à la tête d'une coalition, écoutez bien, tripartite, communiste, socialiste, SFIO, MRP. Oui. Ça, c'est le programme commun d'avant Mitterrand, hein, si l'on peut dire, avec vous. Et encore, dans une mesure beaucoup plus large, puisque le Parti communiste, le MRP n'était pas avec François Mitterrand, il n'existait plus, mais le Parti communiste était très puissant. D'ailleurs, c'est M. François Mitterrand qui a amoindri le Parti communiste avec qui, vous savez, Georges Marchais. C'est un scandale. Il exerce de fait une fonction équivalente à celle de chef de l'État. Oui, équivalente, hein, c'est pas bon. Et occupe également la charge de ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, ils sont à la fois président, donc chef de l'État, chef de cabinet Premier ministre, chef de... Qu'est-ce que j'ai dit là? Des Affaires étrangères, et pourquoi pas non plus garde des Sceaux, tant qu'on y est. Pourquoi pas? Comme ça, entre les... Vous voyez, on accuse la monarchie d'avoir, à certaines périodes, où les rois s'arrogeaient certains pouvoirs supplémentaires à la charge royale, c'est-à-dire d'un ministère comme Louis XIV. Après la mort de Mazarin, il a pris le pouvoir de Premier ministre. Louis XIV. Alors on l'a accusé, oui, on les a blâmés. Mais comme je vous l'ai dit, la politique était restée la même, que ce soit depuis Louis XIII, Louis XIV, même si, bon, Louis XIV avait eu un esprit de grandeur, bien sûr. Un peu comme François Mitterrand ressemble un petit peu à cet effet. Enfin, ressemble, non, il n'y a pas tellement de similitudes, mais François Mitterrand avait l'esprit de grandeur aussi. Mais bon, sur un autre chapitre, évidemment. Mais on en reparlera de François Mitterrand. Il y a des choses intéressantes quand même à dire sur lui. Très intéressantes. Mais les présidents, les dirigeants de la République, première, deuxième et surtout troisième, quatrième et cinquième, là on est en pleine quatrième, on est en pleine, on dirait aujourd'hui en pleine confusion des pouvoirs. On ne peut pas être à la fois chef de l'État, chef de cabinet, ministre de la guerre, ministre des armées, garde des Sceaux, et voilà, on ne peut pas être tout ça, le cumul des mandats. Justement, le cumul des mandats n'existait pas, ou pas beaucoup, au temps de la monarchie, que je sache. Mais il faut savoir que la monarchie, c'était une monarchie absolue. Donc, le roi pouvait à tout moment nommer ou dissoudre un parlement. Ce qu'on appelait un lit royal, c'est-à-dire une réunion du parlement. N'est-ce pas? Mais le président étant fondé par la Constitution de 1789, normalement, la Constitution de 1789, qui fonde
la République jusqu'à aujourd'hui, hein, même s'il y a eu d'autres constitutions, mais c'est quand même celle de 1749 qui fait foi, qui devrait faire foi. Mais certains, ben notamment M. Charles de Gaulle, hein, avec la constitution de 1958, il a raboté pas mal de choses. Et depuis même, cette constitution 1958 fantôme a été rabotée par les dirigeants qui ont succédé jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants du pays des fromages, vous voyez. J'espère que vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de plus? 5e République. Bon, qu'est-ce qu'il a fait durant la 5e République, lui, Georges Bidault, le 7 août 1957. Georges Bidault écrit dans Carrefour. C'est quel journal ça? Carrefour est un hebdomadaire d'inspiration démocrate chrétienne, puis gaulliste. Comme je vous dis, hein, je vous dis d'une couleur à l'autre, c'est pas grave, c'est pas méchant. Ah, j'ai dit oui? Ah non, non, j'ai dit non pourtant moi. Ah non, monsieur, vous avez dit oui? Non, non. Vous voyez, c'est toujours la contradiction. Bien de chez nous, hein. Alors auquel il collabore régulièrement, que si nous disons oui, voilà, à une solution, non des habitants du pays des fromages en Algérie, ce ne sont pas des jours d'amertume que nous nous préparons ces 50 ans de décadence. Alors, il était pour l'Algérie française, et puis là, on comprend bien qu'il n'est plus tellement pour l'Algérie française. Vous voyez, je vous dis, c'est la contradiction permanente depuis l'évolution de la Troisième République jusqu'à aujourd'hui. Donc l'évolution n'a fait qu'empirer, et on le voit aujourd'hui, j'en dirai quelques mots peut-être après. Alors nous n'aurions pas consenti seulement à une nouvelle amputation du patrimoine national, nous aurions consenti à sa disparition totale prochaine. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que c'est référence Carrefour? Bon. En juin 1958, il vote l'investiture du gouvernement du général de Gaulle. Il se sépare du MRP, c'était trop embarrassant, et crée la démocratie chrétienne du pays des fromages qui n'aura qu'un succès électoral très limité. Bon. Par la suite, l'ancien chef du CNR constate que le général de Gaulle s'oriente vers le retrait de la France en Algérie, engagement qui découle de ce serment solennellement prononcé le 29 juin 1961 à l'Assemblée nationale. Nous resterons fidèles à ceux qui sont fidèles à la terre française d'au-delà de la Méditerranée. Ça, c'était M. Charles de Gaulle, je pense, qui avait fait ce discours à la continuité de notre destin. Rien ni personne ne nous arrachera du cœur ce qui est à la fois la vocation et le devoir du pays du fromage gardé aux Français d'Algérie, quelle que soit leur confession ou leur communauté sur terre, leur mort et leur drapeau. Applaudissements prolongés au centre droit, au centre droit à gauche, sur de nombreux bancs au centre gauche et sur quelques bancs à gauche. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ce détail. Et c'est en ces termes forts qu'il réagit à l'annonce de la signature des accords d'Évian. Alors, accords d'Évian, je vais noter ça parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces accords d'Évian, chers amis. Quand on en sera au général de Gaulle, nous verrons, à M. Charles de Gaulle, pardon. Voilà, bon. Dans Carrefour du 21. Alors, et c'est dans ces termes forts qu'il a réagi, à l'annonce de la signature des accords d'Évian dans Carrefour du 21 mars 1962. J'ai fait effort pour parler avec une modération dont je me reproche l'excès d'une abdication qui n'est pas humainement pardonnable. 15 départements livrés d'un seul coup, des garanties qui n'existent pas, une fumisterie sinistre, l'abaissement des consciences et la mutilation de la patrie. Cette
cette prodition, ce reniement, la miséricorde divine qui sait ce qu'il y a de faiblesse au sein de l'orgueil peut seule faire au jour du jugement que la nation même unanime et hors d'état d'accomplir pardonner. Nous sommes à l'heure H, c'est vrai, l'heure de la honte, l'heure du reniement, l'heure de la trahison. C'est Georges Bidault qui parle, hein, à celui et à ceux qui ont accompli cet acte impardonnable sur terre. Il faut appliquer, même sans user du fer rouge, pardon, mais pour perpétuelle mémoire, le verdict énoncé par De Gaulle il y a 20 ans. Malheur à ceux qui ont joué la défaite. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne fussent jamais nés. C'est Charles de Gaulle qui parlait, hein, je rappelle. Enfin là, c'est sa phrase, mais... Excusez-moi. C'est la phrase énoncée du général de Gaulle par Georges Bidault. C'est son discours, voilà. Avec Jacques Soustel, vous savez, l'un des généraux qui se sont opposés à M. Charles de Gaulle, Antoine Arnoux, Pierre Sergent. Bidault constitue le 20 mai 1962 à Rome le comité exécutif du Conseil national de la résistance visant à défendre l'Algérie française. Il est désigné comme président de cet organisme. Bon, enfin ça c'est un combat, bon vous connaissez l'histoire, hein, la suite on l'a perdu, ça a été perdu, l'Algérie est devenue indépendante, etc. etc. Voilà un petit peu les détails du mandat. Bon, je ne vais pas vous les donner, chers amis. Alors j'en ai fini avec M. Georges Bidault. Ça a été un peu long, mais il fallait faire un peu le tour de ces trois hommes. Donc on a commencé par M. Félix Gouin, Georges Bidault maintenant, et demain Léon Blum. Alors Léon Blum, c'est un peu différent de Georges Bidault. Je pense que vous verrez, on en verra un peu plus demain dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, chers amis, nous revenons ici. Alors on vient derrière, voilà. Hop. Alors, Georges Bidault. Ensuite, ce sera Léon Blum. Il n'y aura pas de, comme avec Félix Gouin et Georges Bidault, une carence de pouvoir de quelques jours. Ici, le pouvoir va se transmettre directement. Voilà, chers amis, je termine ici ma vidéo. J'ai été rapide, hein, je veux pas... Bon, il y a des choses que je peux pas non plus dire parce que c'est très très long. On passerait des heures, voilà. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que effectivement, M. Charles de Gaulle s'est pas mal de fois repris dans ses discours. Hein, à Mostagaden, je vous ai compris, il parlait à tous les Français, y compris algérois d'ailleurs. Hein, algérois qui étaient français, c'est-à-dire les Arabes en fait. Hein, et tous avaient applaudi, comme vous l'avez vu. Hein. Mais bon, le Wikipédia ne donne pas trop les détails, mais bon, vous voyez un petit peu. Le discours de Mostagaden en Algérie, c'est quelque chose que beaucoup ont retenu. Voilà, bon, écoutez, mes amis, on va arrêter là. On va pas non plus s'attarder plus que ça. Je vous abandonne pas, mais je vous laisse à vos occupations. Je vous laisse... durant cette journée, donc sur votre lieu de travail, en famille, entre amis, toujours, hein, soyez bienveillants les uns vers les autres, c'est pas un conseil, hein, ce n'est qu'un avis, parce que bon, on doit essayer de chercher toujours la concorde dans le meilleur des cas possibles. Parfois des disputes, voilà, font partie du jeu, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, alors je vous ai pas dit qu'il fallait vous abonner, partager, mettre un pouce, liker, et puis activer la clochette. Bon, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je le dis à la fin, ce sera peut-être pas entendu, mais bon, c'est un peu dommage, mais tant pis pour moi.
C'est ma faute, j'aurais dû commencer par là. Alors on poursuit le dernier dirigeant. Alors je vais y revenir ici une seconde. Léon Blum, après, voilà, on va tomber sur les présidents. Alors nous reviendrons dans le prolongement de la carrière de M. Charles de Gaulle après, quand on en saura ici au retour. Voilà. Ben justement, ça tombe bien, ça sera là. Voilà, chers amis, je vous laisse à vos occupations. Moi, je vais aux miennes aussi, hein, bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite beaucoup de bonheur sur votre lieu de travail, encore comme d'habitude, hein, entre amis, en famille, et on se retrouve très bien, très prochainement. Voilà, au revoir.